Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on a le plaisir à l'IAE d'accueillir les journées de l'économie et notamment d'abord de pouvoir remercier l'Institut d'administration des entreprises de Lyon 3 pour cette organisation, dont fait partie Marcel Gratzol, mais aussi Marco Eman, François Delorme, bien sûr Catherine Parmentier, donc notre directrice de la communication, que vous connaissez tous, et qui fait comme d'habitude un formidable boulot, l'équipe technique que je salue, merci encore. Et puis l'association de neuroéconomie, qui est elle aussi partenaire, notamment sur ce très beau sujet qui est finance et cerveau. Donc au plateau aujourd'hui, nous avons donc Christian Schmitt, qui, voilà, petit signe. Christian Schmitt est professeur à Paris-Dauphine et président de l'Association européenne de neuroéconomie. Nous avons un fauteuil vide qui est en fait le mien, puisque j'ai la lourde tâche à la fois d'animer cette conférence et puis d'intervenir en tant que praticien, banquier privé et spécialiste des marchés financiers, mais aussi en tant que directeur adjoint du Centre lyonnais universitaire de banque et bourse, le club, pour ceux qui connaissent, qui est une institution au sein de Lyon 3 qui notamment gère tous les diplômes de gestion de patrimoine, banque et assurance de l'IAE Lyon 3. Monsieur De Palma, qui est professeur à Economa Sup Cachan, directeur scientifique d'une société qui s'appelle Risk Design, qui développe des logiciels dans le domaine de l'investissement. Donc nous sommes là dans le domaine de l'algorithme et de la modélisation financière. Et puis enfin, monsieur Longsin, qui est président de l'EFIR, European Institute Financial Regulation, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, et qui va débattre, ainsi que tous nos invités d'ailleurs, sur comment fonctionne notre cerveau et comment la prise de décision va être faite au niveau des marchés financiers. Alors, pour introduire le débat, professeur, je vous laisse la main. Donc, finance et cerveau, qu'avez-vous à nous dire ? Merci. Le micro marche. Vous m'entendez ? Alors, nous partons, en fait, dans la relation entre l'analyse économique et le cerveau. Il y a une situation paradoxale. D'un côté, on a des travaux très avancés de finance mathématique avec des modèles de plus en plus sophistiqués. C'est même un champ privilégié pour la modélisation de la rationalité. Et pour le prouver, je vous ai donné une série de prix Nobel de sciences économiques qui ont été récompensés pour ce genre de travaux. Markovitch, Sharp-Miller, Merton-Scholz, Fama, vous les connaissez tous si vous travaillez un peu dans le champ. Et puis, d'un autre côté, vous avez, depuis un petit peu moins longtemps, une autre facette de la recherche académique en économie qui part au contraire qui privilégie l'économie comportementale et met en évidence tous les biais de rationalité, assez amusant d'ailleurs. En 2013, de manière très éclectique, les prix Nobel, le jury du prix Nobel avait choisi Fama dans le genre rationalité et Schiller dans le genre, au contraire, biais, etc., biais comportementaux. Vous voyez la liste, Schiller, Thaler, etc. Le dernier prix Nobel en est un exemple. Alors, je propose que peut-être notre étude sur le cerveau pourrait concilier ces deux approches. C'est ça mon idée. Alors, pourquoi ? D'abord, il faut comprendre les origines de cette divergence. Il y a en fait les choix financiers, cette divergence sur la finance. Les choix financiers, en fait, s'opèrent dans un milieu risqué. Et ça sera un des points centraux de ma proposition. Il faut donc, d'une part, ça donne lieu à un approfondissement et une complexification de la notion de rationalité, qui est peut-être plus complexe qu'on ne le croit. Il y a des niveaux d'incertitude, il y a des degrés de rationalité, l'analyse multicritère, la logique épistémique, toute une série de travaux qui permettent de prolonger notre analyse de la rationalité. Mais, d'un autre côté, il faut tenir compte des comportements observés, d'où la partie expérimentale et maintenant neuroimagerie, puisqu'on regarde ce qui se passe dans le cerveau. Et d'où je propose une troisième voie qui permet de concilier les deux approches, c'est d'identifier sur la base de nos connaissances actuelles du fonctionnement cérébral, avec les méthodes que j'ai signalées, la logique qui guide nos cerveaux, et non pas dans la prise de décision en incertitude.
celle qui caractérise justement les activités financières. Donc c'est une forme d'intelligence du cerveau opposée à une rationalité hypothétique. Alors, pour ça, je vais brièvement brosser 3 aspects. Premièrement, il faut comprendre ce que c'est que la prise de décision en situation d'incertitude, ce qu'elle a de singulier. Alors, il y a en fait, dans cette prise de décision, une attente, une anticipation. Sans anticipation, il n'y a pas d'attente, et un traitement de l'incertain. D'où il y a une nécessaire coactivité de régions cérébrales qui sont des régions de cognition, de raisonnement, et je m'excuse, ceux que ça intéresse, leur cortex frontal, le cortex préfrontal pariétal, ça c'est pour les spécialistes, et de régions cérébrales qui sont, de zones cérébrales qui sont associées aux émotions. Si on attend quelque chose, on n'est pas neutre, ou on a peur qu'elle ne se produise pas, ou on a le plaisir de ce que l'on attend. D'où la nécessité des émotions pour faire fonctionner cette intelligence cérébrale. Et les deux travaillent ensemble. C'est ça l'idée nouvelle de la neuro, c'est qu'on a besoin des deux. D'où, d'ailleurs, principale conséquence, 1, pas de calcul raisonné sans attente émotionnelle. Alors ça, c'est un résultat obtenu depuis très longtemps par Damasio, dans une expérience classique. On demandait à des gens qui prenaient une décision avec une attente, et on prenait ceux qui avaient une lésion dans les parties émotionnelles et au contraire qui avaient une intelligence tout à fait normale. Ils n'arrivaient pas à se décider. Parce qu'il y avait une attente. On leur faisait faire des petits problèmes de maths simples, ils les résolvaient. Donc, dans la décision, il y a un élément émotionnel nécessaire, mais ce qui n'exclut pas la cognition. Deuxièmement, on identifie de manière assez complexe les circuits cérébraux qui sont privilégiés. En d'autres termes, pour activer le cerveau, on passe par toute une série de circuits, dont le principal, qui a été mis en évidence par Schulz, qui a répété maintenant, ce qu'on appelle le circuit de la récompense. C'est-à-dire quand vous prenez une décision parce qu'en monde incertain, vous avez une attente, c'est l'attente de la récompense de votre décision. Elle est d'autant plus forte que vous serez récompensé par son résultat, et on a même mis en évidence qu'il peut y avoir des regrets du fait « Ah, si j'avais su, j'aurais pas choisi ça ». Bon. Donc tout ce mécanisme est maintenant assez bien connu par les travaux du cerveau, d'où mon idée, il y a une rationalité émotionnelle, puisque nous cherchons à maximiser notre plaisir et à minimiser notre tristesse. Enfin, il y a une transformation Alors, ceci peut pousser à des extrêmes, on en parlera peut-être cet après-midi, qui est l'addiction rationnelle. C'est un retour sur l'addiction rationnelle, c'est-à-dire que si ce circuit de la récompense, il travaille en dynamique. Bon. Et les traders, par exemple, en permanence, cherchent cette récompense, qui n'est pas simplement une récompense, disons, de gain, mais qui est une récompense, en quelque sorte, émotionnelle aussi. Mais si on les fait fonctionner à un régime accéléré et en le répétant trop, ces circuits deviennent un petit peu moins efficaces. Et par conséquent, pour retrouver le même plaisir, il faut en faire de plus en plus et prendre à ce moment-là des risques dangereux. Il y a une forme de dérive sur l'addiction avec des travaux qui ont mis en évidence des circuits, en quelque sorte, de l'anti-circuit. Voilà. Alors enfin, l'activité, il y a une transformation de l'activité de ces systèmes sous l'influence, on le verra dans le détail, des contenus affectifs qui accompagnent les informations qui sont transmises. Alors, ceci conduit à deux autres choses, et j'irai vite. D'abord, et ça c'est très intéressant, parce que c'est vraiment... nous avons une nouvelle catégorisation des types d'incertitudes en matière de finance. Cette catégorisation, en quelque sorte, issue de ces travaux, n'est pas celle que l'on enseigne traditionnellement. Alors, premièrement, fondamentale, il y a une différence centrale entre l'incertitude attendue, par contre, qu'elle soit probabilisable ou non probabilisable, elle est attendue, et l'incertitude non attendue, c'est la surprise. Et là, on a mis très clairement en avant le fait que
quand le cerveau ne travaille pas sur le même mode et par conséquent, il y a des différences dans les comportements et ne fait pas activer les mêmes zones. Alors, dans le cas de l'incertitude attendue, celui qu'on enseigne le plus souvent, bon, là, c'est un modèle, comme on dit, top-down. Hein, on se réfère à une modélisation personnelle et on mobilise l'attention. Il y a un neuromodulateur connu, etc. Passons maintenant à une incertitude qui, sur les marchés financiers, se produit malheureusement parfois ou souvent. Des spécialistes me confirmeront ou m'y opposeront. Cette incertitude inattendue, c'est la surprise. Quelque chose qu'on n'avait pas prévu du tout. Non. Et dans ce cas-là, le cerveau travaille totalement différemment. Il cherche des informations partout. Dans le premier cas, il exploite les informations, exploiting. Dans l'autre cas, il recherche d'autres informations, parfois dans sa mémoire lointaine. Et le neurotransmetteur n'est pas le même. Donc, un travail de cerveau complètement différent. Enfin, le problème, et ça je le laisse ouvert, voilà un problème pour des questions, quand on passe brusquement de l'incertitude attendue à l'incertitude inattendue avec des ruptures. Et ça, c'est un travail qui n'existe pas encore, mais qui est passionnant, car il peut entraîner des conséquences assez sérieuses. Deuxième catégorie, une incertitude temporellement proche, l'incertitude des quelques jours, de l'instant, et une incertitude temporellement lointaine. Alors, ça met en évidence des choses que vous connaissez, mais qui sont subjectives. Nous avons un taux d'actualisation mentale. Il y a le taux d'actualisation calculé, mais nous avons chacun des taux d'actualisation qui nous sont propres. Certains veulent que ce soit tout de suite, d'autres plus lointains. Ce n'est pas la même chose pour les gains et pour les pertes, etc. Et ça, c'était également un facteur qui est extrêmement intéressant d'intégrer la durée. La manière dont nous percevons le risque pour demain, nous le percevons pour dans un mois, etc. Et deuxièmement, il y a des liens très forts, mais je n'ai pas le temps de les développer, entre cette perception de la temporalité courte ou lointaine et notre perception du risque lui-même, même dans l'instant. Donc il y a là toute une série de travaux auxquels j'ai moi-même participé. Troisième conséquence, il y a des incertitudes qui sont mesurées ou mesurables, on verra le problème des mesures, et il y a des incertitudes qui, par définition, ne sont pas mesurées, indépendamment de la distinction attendue-non attendue. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un problème d'attente. Alors là, aussi, la neuroéconomie est très précise. D'un côté, il y a l'incertitude, mesurée avec des mesures diverses, mais mesurables, je dirais. Et de l'autre côté, il y a des situations où il n'y a pas de mesure de cette incertitude, c'est ce qu'on appelle l'ambiguïté. Et l'ambiguïté, ce sont des situations tout à fait différentes, et là encore, le cerveau ne travaille pas de la même manière en cas d'incertitude mesurée, quelle que soit la mesure, avec les mesures de risque, et les cas où il n'y a pas de mesure du tout, et où on se retrouve dans une incertitude en quelque sorte totale. D'où la question intéressante, est-ce que notre cerveau, qui n'est pas tout à fait réglé, est-ce que nous avons deux systèmes d'appréhension de l'incertitude, une pour l'incertitude mesurée, l'autre pour l'incertitude non mesurée, ou un seul système qui se module? Alors la thèse qui semble l'emporter, c'est que nous avons un système général de nous mettre en phase avec cette notion d'incertitude, avec deux sous-systèmes selon que cette incertitude est mesurable ou pas. Donc ambiguïté et incertitude. Troisième catégorie et dernier rapport, ces travaux Finance et cerveau, où le cerveau face aux risques financiers, c'est une grille c'est ce qu'il y a de plus récent, elle nous fournit une grille d'interprétation de nos réactions les réactions du cerveau aux informations que nous rencontrons. Et alors là, c'est intéressant parce que nous avons je reprends des mesures classiques, mean, variance, quickness. Bon. Eh bien,
nous avons là, bien sûr, l'information qui est donnée, technique, statistique, et nous avons une activation de certaines zones émotives différentes qui vont immédiatement transformer la seule analyse avec sa teinte émotionnelle. Par exemple, le mine entraîne l'attente du plaisir, la variance, une angoisse redoutée, etc. La plus intéressante, c'est Scrivener, puisqu'elle accentue les deux effets. Et on a même une singularité, c'est qu'un système avec un Scrivener positif incite à la prise de décision et engendre une aversion aux prises de risque. Inversement, un Scrivener négatif engendre une accélération de l'aversion au risque. Donc c'est extrêmement intéressant d'avoir ces deux niveaux et de regarder comment elles opèrent. J'en renvoie à toute une littérature. Deuxième point, là aussi, sur l'effet, disons, de grille d'interprétation des réactions, c'est l'information sur la durée. En d'autres termes, et là on a mis récemment en évidence un cas très intéressant. Quand vous avez un événement, j'ai pris l'exemple du problème du fameux indicateur VIX. Si vous avez une volatilité qui est répétée assez longtemps, au bout d'un moment, vous devenez un peu insensible à la volatilité. C'est-à-dire qu'il y a un effet de répétition, on a fait des expériences, si on l'observe 3-4 fois, etc. Mais imaginez une assez longue période avec un VIX élevé, bon, le cerveau s'y fait, quand on regarde, finalement, il le ressent moins. Et inversement, lorsque brutalement, lorsque le temps est très bref, il peut au contraire l'accélérer. Donc il y a des variations de perception d'un indice de volatilité du fait de sa répétition et de la longueur de sa durée. Enfin, et là-dessus je ne m'étendrai pas parce que je crois qu'on en parlera cet après-midi, on vient de mettre en évidence une incidence de l'information. Alors ça, c'est un autre type d'information. Les deux types, c'était l'information statistique, de finance. L'autre, c'est l'information que l'on peut avoir en les observant, sur le comportement des autres. Et le fait, alors c'est très intéressant parce que le fait de voir des autres se comporter d'une certaine manière face au risque entraîne, au bout d'un certain temps, une transformation, sans qu'on en ait conscience, de notre propre perception du risque. D'où les phénomènes de contagion mimétique qui ont été largement diffusés. Mais on le comprend. En fait, on retrouve le même mécanisme dans les deux cas. C'est une modularité cérébrale, qui est une des qualités du cerveau, mais également une de ses limites. C'est qu'on s'adapte. Alors là, il y a une sorte d'effet d'adaptation au comportement des autres qui transforme notre propre perception. Merci, j'ai peut-être été un peu trop long, mais voilà un peu les thèmes dont j'espère qu'il ressortira des lumières de nos discussions d'aujourd'hui. Merci, professeur Schmitt. Donc, c'est une grande réflexion, ce que je viens d'entendre, en tant que praticien, donc banquier, et puis gestionnaire de portefeuille, dont la spécialité est d'investir en bourse. J'ai envie de commencer d'abord avec un syllogisme platonicien, et ça va rejoindre vos propos. Platon avait dit « Tous les hommes sont mortels, or Platon est un homme, donc Platon est mortel ». Ce que j'ai envie de vous dire, c'est « Tous les hommes ont un cerveau, or j'ai un cerveau ». Pardon, tous les hommes ont un cerveau, or je suis un homme, donc j'ai un cerveau. Pourquoi je vous dis ça? C'est que ce qu'on entend ici, en fait, ça n'est pas qu'une question de réaction du client, c'est-à-dire de celui qui n'y connaît, rien, ou le béotien. C'est aussi quelque chose sur lequel sont confrontés les professionnels. Nous sommes, nous aussi, soumis à nos émotions, à des prises de décision, sachant en plus, pardon de vous le dire, mais moi j'en ai conscience, a priori pas tout le monde, c'est que lorsqu'on fait un investissement en tant que professionnel, ça n'est pas notre argent, c'est l'argent du client. Syllogisme, et puis deux petites métaphores quand même, parce qu'il faut être sérieux sans se prendre au sérieux. En tant que professionnel, j'ai deux images qui me viennent à l'esprit quand on investit de l'argent en bourse pour nos clients, c'est vous êtes conducteur d'un bus scolaire, vous êtes dans la descente de Choulan, et il n'y a plus de frein. Et ce qui vous rassure, c'est de vous dire, moi au moins, je suis au volant et j'ai le permis. Deuxième anecdote, c'est que l'investissement en bourse, en fait, c'est une superbe plage en Australie où je vais faire du surf.
et où je sais que pour prendre la vague, pour faire du surf, il faut des vagues. Il va falloir que je sois dans l'eau et que dans l'eau, il y a des requins. Par contre, qu'il y ait des requins ou pas, si je reste sur la plage, quand la vague va se dessiner, le temps que je cours, que je nage pour arriver à la vague étant la hausse du marché, soit j'en rate la moitié, voire plus, soit je l'ai complètement passé. Ce qui veut dire quand même qu'on est dans un environnement où l'incertitude doit être non pas maîtrisée, mais gérée en permanence. Pourquoi l'incertitude ne peut pas être maîtrisée? Parce que quoi qu'on fasse, il y a des surprises. Et vous l'avez très bien dit, professeur. Les surprises, c'est quoi? C'est le fait qu'on fait de la prévision. Alors, la prévision, aujourd'hui, on en a toujours fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la prévision, quelqu'un avait dit, prévoir est un art difficile, surtout lorsqu'il concerne l'avenir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui si on n'a pas de boule de cristal ou de don, je dirais, extrasensoriel pour prévoir l'avenir? C'est qu'on va aller chercher, en ayant la compétence, on va aller, comme le client, de manière différente, on va aller chercher des outils qui vont nous permettre de nous conforter dans nos décisions d'acheter ou de ne pas acheter. Alors ces outils, en tant que professionnels, on va les chercher où? On va les chercher dans l'information. Et l'information aujourd'hui, et ça intéressera notamment mon collègue M. De Palma, qui lui fait de l'algorithme, c'est de se dire, c'est l'année, maintenant on le sait, c'est le big data. Donc le big data, c'est de gérer des masses énormes de données et de trouver des logiciels ou autres qui vont à un moment donné trier l'information et dire que, cette information, on va pouvoir l'utiliser, et surtout, quelle est l'incertitude? C'est que cette information soit bonne. C'est-à-dire qu'il va falloir, maintenant on parle sur Internet, on parle d'aller, il y a des métiers qui commencent à se créer, ils appellent ça, je crois, les fake shakers, c'est-à-dire ceux qui vont aller voir si une information est bien véritable et n'est pas finalement une pollution de l'information qui se trouve sur Internet, mais qui se trouve partout, Internet étant aujourd'hui partout. Donc, pour prendre une décision pour son client, si je me place sur un trader, pardon de le dire, le client, il s'en fout. Moi, ici, je ne suis pas trader, je fais du patrimoine, donc toutes les décisions que je dois prendre, elles sont en lien avec ce qui se passe dans le patrimoine direct du client. Le client, lui, le trader, lui, va aller chercher la récompense, comme vous l'avez dit. Il a, vous savez, c'est comme quand on commence à gagner des courses, pour les sportifs, ils savent ça, à gagner des trophées, entre autres. C'est qu'à un moment donné, on s'habitue, et finalement, on oublie que ce qui a fait notre performance, c'est qu'on a travaillé, c'est qu'on a fait des efforts, c'est qu'on a continué de s'intéresser. Le trader, lui, part du principe que non seulement il est dans un gain de récompense, et notamment la récompense est parfois plusieurs millions de dollars derrière, et lui va faire que cette incertitude dans laquelle il vit tous les jours, effectivement, va devenir quelque chose de normal. J'ai quelquefois voyagé assez loin, et notamment je suis allé en Israël, et j'ai toujours trouvé assez impressionnant dans ces pays-là, et les pays autour, c'est que vous êtes en terrasse, vous entendez des explosions ou des tirs ou autres, et dire, vous êtes inquiet, vous dites, qu'est-ce qui se passe? Et on vous dit, non, c'est rien, c'est un missile qui vient de passer. Voilà. Vous dites, mais je suis dans un état de stress complet, et eux sont finalement totalement cool, voire rassurés de savoir qu'un missile vient de passer au-dessus, donc c'est qu'on nous défend. Ça, effectivement, c'est l'habitude qu'a le cerveau, et comment on traduit ça sur les marchés financiers, c'est l'apport du loup. Depuis 2008, on entend qu'il y a une bulle sur les obligations. Et que les obligations, il ne faut plus en faire, c'est fini, ça ne rapporte plus rien. Et pourtant, depuis 2008, quand on regarde les performances de ce qu'on appelle, nous, des fonds, donc des SICAV, fonds communs de placement obligataire, ils s'en tirent encore cette année plutôt bien, malgré tout. Et quand on regarde ce qui est chez nous le couple rendement-risque, puisqu'un financier, ce qu'il va regarder, lui, c'est quel niveau de risque je vais prendre pour le niveau de rendement que je souhaite avoir. Sachant que plus vous voulez du rendement, plus il faut prendre du risque. Et notamment aujourd'hui, où certains produits sans risque n'ont plus du tout, très peu de rendement. La trésorerie, l'emprunt d'État, ou des choses comme ça. Donc, ce qui fait la différence, et notamment sur le cerveau en tant qu'investisseur avec le client, et vous l'avez bien dit, professeur, c'est à la fois la confiance. Il faut avoir confiance. Je crois qu'on aura une intervention sur la confiance. La confiance est fondamentale. La confiance, c'est d'abord celle du client qui va aller vers son banquier, appelé comme vous voulez, son conseiller. C'est déjà une preuve de compétence. Parce qu'il a le sentiment de se dire « je ne peux pas le gérer tout seul ». Il va falloir que quelqu'un le fasse à ma place parce que je n'y connais rien. Ce qui est la première remarque, c'est de dire que finalement la confiance, c'est quand même un état de faiblesse. Je n'ai pas le choix, je ne sais pas faire, donc je dois faire confiance. J'enlève l'amour,
puisque même dans un couple, la confiance, mais là, il y a l'amour qui se met au milieu. Rarement, on va épouser son banquier ou un banquier va épouser sa cliente ou son client. Ça arrive, je vous rassure. Mais c'est de dire, la confiance est fondamentale. Mais en même temps, et ça va dans le sens de tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de régulation, puisqu'on veut protéger le client du mauvais conseiller, en même temps, pour pouvoir faire confiance à un professionnel dont on ne sait pas grand-chose, ça demande déjà un certain niveau de compétence, puisqu'il faut se dire à qui maintenant, moi, je vais confier ma faiblesse, le fait que je n'y connaisse pas grand-chose et qu'il faut que quelqu'un s'en occupe et que finalement, je lui fasse confiance. C'est la première chose. La deuxième, c'est le temps. Le temps est extrêmement important dans nos métiers, non pas parce que vous entendrez souvent que la bourse, c'est du temps. Donc plus vous placez longtemps, plus vous allez gagner. C'est totalement faux. C'est faux pourquoi ? Parce que le temps n'a pas d'effet sur le gain. Le temps, il a un effet sur le risque. C'est-à-dire que plus je vais rester placé longtemps, moins le risque de perdre de l'argent fortement va être impacté, va impacter mon portefeuille. C'est vraiment quelque chose de différent et c'est là aussi une question d'information et d'interprétation d'information où souvent en message commercial ou dans ce qu'entend le client, quand on lui dit la bourse, il faut placer au moins 5 ans, lui il entend dans 5 ans j'ai gagné beaucoup d'argent. Cela dit, il est très facile en face dans cette information de ne pas détourner le client de ça. Donc, la confiance est extrêmement importante. Et il y a quelque chose ici aussi qui est important, c'est que le client, on le rencontre, et je terminerai là-dessus, et que quand le professeur Schmitt parle de niveau de décision, après tout, qu'on ait toute l'information qu'on veut, la grosse difficulté d'investir, c'est j'y vais ou pas. Je vends ou pas. Pourquoi je dis je vends ou pas ? Parce que entre nous, acheter n'est pas un problème. Je peux rentrer dans un investissement quand je veux sur un marché financier. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où je n'hypothèque pas la grande majorité de mon patrimoine et que j'ai justement du temps, si je suis au plus haut et qu'il y a un crack de 40%, cet argent-là ne me manque pas. Et après tout, je l'avais prévu, je l'avais introduit dans mon mécanisme de décision que je rentrais peut-être à un moment où le marché était au plus haut, mais après tout, je peux me permettre de le faire. Ce qui est très important, c'est de vendre. Pourquoi vendre ? Parce que vous vous retrouvez face à deux situations. Le gain, je gagne 15%, est-ce que je vends ? Oui, mais d'un autre côté, je gagne 15% quand je lis, quand je vois, quand j'écoute. Quand j'écoute mon cerveau, il me dit « c'est super, tu es récompensé, t'as gagné, tu as bien joué, 15% c'est bien, mais tu peux faire 20. » Et puis les 20 arrivent. Et là, c'est le même mécanisme. Heureusement que je n'ai pas vendu. Je suis à 20, et puis dit, je ne vends pas encore, j'attends. Et puis 25, et puis 30, puis d'un coup, il y a 2008. Tout s'écroule. Et à l'inverse, quand vous commencez à perdre, c'est très compliqué d'accepter qu'on ait pu avoir tort. Et on rentre dans l'autre cercle infernal, c'est de se dire, je perds 5%, c'est chiant, je ne le pensais pas, ou autre, je n'ai pas été bon. Et au lieu de rentrer dans un mécanisme rationnel, et d'enlever son émotion et de se dire, il y a deux solutions. Soit j'ai acheté quelque chose que je n'aurais pas dû acheter, soit je l'ai acheté un peu trop cher, mais il garde un gros potentiel. Et là, de repartir dans une démarche rationnelle d'information, d'analyse, pour prendre cette fois-ci la décision de porter encore un peu le risque ou de vendre. Mais ce qui va se traduire en termes de cerveau-là, c'est que très souvent, on va partir, en fond, à la cave, comme disent les financiers, et de 5%, on va passer à 10 ou 15 ou 20, et à un moment donné, on va dire, voilà, j'en peux plus, je ne peux plus l'entendre, donc je vends et c'est fini. Donc, cela dit en petite boutade, les financiers, quand on a ce genre de comportement, on appelle ça un investissement de fonds de portefeuille. C'est en fait un investissement qui a foiré. Puisqu'en général, on va plutôt aller chercher le gain plutôt sur court terme. Voilà, donc moi, ce que j'ai envie de dire pour conclure, mon propos, c'est il y a une partie du cerveau aussi qui n'a peut-être pas été tout à fait abordée là, mais ce qui est normal, c'est que je me rends compte aussi que je suis influencé par les réactions de mon client en face, comme lui est influencé par les miennes. Quand les décisions sont importantes à prendre, vous savez, il y a ce moment de silence où on se regarde droit dans les yeux et où le client vous dit « vous êtes sûr ?» Ou vous voyez, vous dites « mais vous savez, on a déjà perdu 50 000 euros, vous savez, j'ai quand même vendu mon entreprise, j'y ai mis toutes mes tripes ou autres, je n'ai que ça ou autre, vous êtes sûr que ça va remonter ?» C'est une partie aussi très émotionnelle qui, là, n'est pas directement dans la prise de décision, mais où on se rend bien compte qu'il y a un mimétisme du frontal, il y a un mimétisme du cerveau qui fait qu'il faut avoir des épaules extrêmement solides, puisque la première réaction que vous avez, c'est l'empathie. Et vous allez vous mettre au diapason de votre client. Mais c'est automatique, ça se fait à la nanoseconde.
Le client, le flux que vous envoie le client vous influence à un point tel, et ça je l'ai vérifié, on en parlera peut-être après, voilà, l'interaction, que souvent je dis à mes étudiants, vous ne pouvez pas vous retrouver à être un client en face de votre client. Et ça, c'est tout à fait l'interaction émotionnelle et l'interaction du cerveau qui fait qu'en se mettant en mimétisme, on n'est plus en capacité de prendre des décisions. En tout cas, de prendre des décisions, entre guillemets, rationnelles. Parce que comme l'a dit le professeur, heureusement, il y a des surprises. Et le jour où vous avez un algorithme, ça vous passera la main, M. De Palma, qui est capable de prévoir tout ce qui se passe en bourse, il n'y aura plus de bourse. Hein. Parce que moi, je fais mon métier par rapport au fait que, justement, il y a ce que vous avez dit, la volatilité. Donc ces écarts de cours sur une action ou sur un marché qui vont faire que j'ai l'opportunité d'aller chercher des choses un peu moins chères et de les revendre plus chères. Donc arriverons-nous à un algorithme qui demain prévoira tout ce qui se passe? Je ne sais pas, mais il n'y aura plus de marché, ou en tout cas le marché sera différent. Merci. Oui, je vous passe la main, notamment sur la partie algorithme. Vous avez eu un grand silence là. Comment vous êtes senti? Vous savez, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont poser des questions? Voilà. Le silence fait aussi partie de ces choses. Donc, alors, comment... Vous avez besoin du... Ouais, allez-y. Donc, Monsieur De Palma, voilà, comment aujourd'hui, si je peux me permettre de vous poser moi-même une question avant que les questions finales, comment aujourd'hui, sur ce qu'on vient de dire avec le professeur Schmitt, vous abordez la chose et vous répondez dans le métier que vous savez faire, c'est-à-dire le logiciel et l'algorithme financier? J'ai deux sujets. Il y a un dont je parlerai plus pendant la discussion, qui est l'aspect algorithmique. Mais dans cette petite présentation, je voudrais plutôt mettre l'accent sur l'aspect comportement de l'investisseur. Parce que on peut se dire qu'on est dans un jeu à somme nulle, les uns gagnent, les autres perdent. Donc on ne peut pas avoir une situation où tous les conseillers font mieux que le marché. Alors c'est vrai que quand on interroge les automobilistes en petite enquête, est-ce que vous pensez que vous conduisez mieux que la moyenne? La très très grande majorité des gens disent on conduit mieux que la moyenne, mais on sait que ce n'est pas possible. Alors, le risque. Voilà le message que j'ai reçu cette nuit, parce qu'on m'a demandé de faire un exposé à Singapour. J'ai dit, mais c'est vraiment très difficile, l'audience, le sujet. Et donc, la personne m'a dit, no pain, j'ai fait une petite erreur, no gain, qui effectivement résume bien les choses. On prend le risque parce qu'on a effectivement des attentes de faire un meilleur rendement que si on ne prend pas de risque. Alors, c'est une longue histoire, mais finalement, il y a des choses intéressantes qui se sont passées en France. Et en ce qui me concerne, je pense que Blaise Pascal est un des premiers à avoir réfléchi sur cette histoire de risque. Et il a écrit un certain nombre de papiers, mais un concernant le jeu. Et donc, l'idée, c'est que... on s'amusait, les nobles, à jouer, et puis après, c'était l'heure de la soupe, il fallait s'arrêter. Et donc, l'idée, c'était de poursuivre en disant, on ne sait pas encore qui est le gagnant, mais on regarde les cartes de chacun, et avec un calcul, on essaie d'estimer la probabilité que chacun puisse gagner, et on distribue les gains en conséquence. Alors, ceci dit, Pascal a fort réfléchi sur la notion de probabilité, et alors... c'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Il a en tout cas ressenti le concept d'utilité, c'est-à-dire le fait que le bénéfice que j'ai d'avoir 1 000 € ou 2 000 €, eh bien, on n'a pas un plaisir 2 fois plus grand d'avoir 2 000 € que 1 000 €. Donc, il y a une transformation, si vous voulez. Si vous donnez... à Donald Trump 1 000 $, il va pas, son utilité marginale, son bénéfice marginal sera en gros nul. Si vous donnez à quelqu'un qui fait la mendicité, ça sera très grand. Et donc c'est cette
transformation effectivement de quelque chose de linéaire, je donne min 2000, dans l'impact sur l'individu qui est cette fonction d'utilité. Alors ça a l'air tout bête, mais je pense que conceptuellement c'est très important. Et donc j'ai ici le petit graphique qui me donne en abscisse, il y a 2-3 graphiques, désolé, en abscisse le gain et en ordonnée la valeur pour l'individu de ce gain. Et donc on a une fonction concave, et cette concavité en fait mesure la version risque. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais disons, je répondrai aux questions si ce n'est pas clair. Alors, d'une part, il y a le comportement rationnel. Donc, il y a un modèle qui dit on maximise effectivement le bénéfice, le bonheur, l'utilité de l'individu. Et donc, il y a le modèle classique de Feynman et Morgenstern qui est très simple. En fait, c'est l'espérance de l'utilité qu'on maximise. Et puis après, on s'est dit, comme il a été rappelé, il y a toute une série de raisons pour lesquelles l'individu ne se comporte pas comme le dit la théorie. Alors, il faut faire un petit peu attention parce que l'économiste se défend quand même. Parce que si vous venez, vous dites, mais vous ne vous rendez pas compte de la complexité, il dit, d'accord, mais l'individu peut peut-être pas expliquer cette complexité, mais il peut quand même se comporter de manière rationnelle. Rationnelle, c'est-à-dire, on a des capacités cognitives infinies, d'une part, et on utilise l'information de manière parfaite. Et l'exemple, c'est le joueur de billard. Il dit, regardez, il joue au billard. Très bien, mais si vous lui demandez les lois de physique, il n'en a aucune idée, mais il a intégré tout ça, ça fonctionne, et effectivement, il se comporte de manière rationnelle, comme s'il y avait un super ordinateur qui calculait toutes les trajectoires, et croyez-moi, c'est difficile. Alors, les biais, quand même, alors ça c'est la défense de l'économiste, mais néanmoins, alors c'était très dur. Il y a dû avoir plusieurs prix Nobel pour montrer que, mais il y a quand même des déviations par rapport à votre modèle. Donc la première liste de références de votre exposé, les durs, les rationnels, Merton, Schoen et compagnie. La première, c'est au niveau du traitement de l'information. Alors, en fait, il y a une petite méchanceté qu'on dit de certains de ses collègues, c'est qu'il répète toujours la dernière information qu'il a reçue. Mais ça, c'est la surpondération du passé. Donc j'ai toute une série d'informations, mais en fait, je suis trop affecté par les événements récents qui me sont arrivés. Et ça, c'est un manque de rationalité parce que je devrais faire une statistique et en fait, c'est, j'ai eu une mauvaise blague récemment et donc ça influence mon comportement de manière démesurée. La deuxième, c'est les problèmes de perception. Si j'avais téléphoné à Vincent Delorme et je lui avais dit excuse-moi, mais je viendrai à la conférence, mais il y a une chance sur 10 000 que je ne vienne pas. En fait, une chance sur 10 000, c'est rien. Il aurait surestimé, désolé, cette information en disant il y a quand même une possibilité qu'il ne vienne pas. Et ça, c'est un processus très général. Je vous dis 0,1% et vous comprenez 0,2 ou 0,3%. Je vous dis 99% et vous comprenez 98-97%. Et ça peut se mesurer. Troisième biais, c'est le biais d'optimisme et de pessimisme que je mettrai avec le quatrième biais par manque de temps, qui est le comportement procyclique. En gros, quand on doit vendre, on achète, et quand on doit acheter, on doit vendre. Et donc, il y a des mouvements de masse, comme ça, d'optimisme. Je résumerai la chose ainsi. Si vous prenez votre taxi, et votre chauffeur de taxi vous dit « c'est super la bourse, je vais arrêter mon boulot, je vais investir tout l'argent que j'ai », c'est le moment de tout vendre parce qu'effectivement, il y a un euphorisme incroyable et donc, effectivement, il y a une irrationalité. Petite anecdote, si je peux me permettre. Newton, le grand Newton, a joué en bourse.
Et c'est intéressant parce qu'il écrit des lettres, il dit « Ah, c'est super, là j'ai fait des grands gains », parce qu'après avoir fait la loi de la gravitation, il fallait bien faire quelque chose, donc il s'est mis effectivement à faire de la finance. Et puis il a dit « Là, je pense que la bourse a monté trop, je vais vendre ». Et donc, il a vendu, ça a continué à monter. Alors, il a écrit une autre lettre en disant « Bon, là, j'ai mal perçu, ça continue à monter. » Et donc, il a continué, il a racheté et il a tout perdu. Et donc, il a dit, encore une lettre en disant « Bon, la physique, finalement, je crois comprendre, mais la finance, c'est trop compliqué, je laisse tomber, c'est pas pour moi. » Le grand Isaac Newton. Et le dernier, c'est les comportements moutonniers. Alors, je dirais, quel est un bon salaire en tant qu'académique? Moi, ma réponse est très simple. Un bon salaire, c'est gagner plus que mon voisin. C'est-à-dire qu'on a un point de référence. Ça veut dire quoi? 10 000, c'est beaucoup? 1000, c'est beaucoup? J'en sais rien. J'ai besoin d'un point de référence. Donc, je regarde la moyenne, je regarde mon voisin et je suis heureux si je gagne plus que mon voisin. Vous pouvez tenir le micro une seconde. Et donc, si je demande à quelqu'un, ça c'est les revenus dans un pays, ça c'est les revenus dans un autre pays, est-ce que vous voulez être dans ce pays-là et gagner cette somme-là, ou être dans ce pays-là et effectivement être le plus riche, gagner mon pouce? Et en fait, la majorité des gens préfèrent gagner moins, mais effectivement être plus riche que les autres. On se compare aux autres, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, évidemment, c'est irrationnel. J'ai pas le temps. Ça, c'est un petit graphique qui veut simplement dire la cartographie du risque. Eh bien, en fait, on a 3 choses importantes pour définir le risque. Le premier, c'est qu'on n'aime pas le risque, c'est l'aversion au risque. Bon, ou la tolérance au risque. C'est la concavité de la fonction d'utilité, c'est-à-dire que si je vous dis, qu'est-ce que vous préférez, avoir 0 avec une probabilité 1,5, avoir 10 avec une probabilité 1,5 ou avoir 5 avec certitude, en général, vous préférez 5 avec certitude. Ça, c'est l'aversion au risque. Deuxième chose, comment? Pas toujours. Moi, j'ai fait l'expérience avec des étudiants. Ils aiment de plus en plus le risque. Alors, ce qu'il faut dire aussi... Il y a un changement sur 10 ans. Ce qui est vrai aussi, c'est effectivement, il faut définir le contexte. Parce que parler d'aversion au risque de manière générale, je pense que c'est une erreur. On peut avoir la même personne qui est trader, qui fait le saut en parachute, mais qui a fait des choix extrêmement peu risqués dans les vacances en disant « moi, je vais toujours au même endroit parce que je ne veux pas de surprise ». Et donc ça, c'est pas impossible. Donc la deuxième dimension, c'est la tolérance, la déformation des probabilités, c'est-à-dire combien je déforme les probabilités. Et la troisième dimension, c'est l'attitude par rapport aux pertes. C'est-à-dire qu'on dit on n'aime pas le risque, c'est vrai. Mais si j'ai un portefeuille qui oscille entre 10 et 15%, on est d'accord, ça n'a rien à voir avec un portefeuille qui oscille entre moins 2,5% et 2,5%. Pourtant, la volatilité est la même, ça fait 5% up and down, mais dans le deuxième cas, c'est beaucoup plus coûteux. Alors, comment expliquer ça? Ça a mis pas mal de temps avant de comprendre, mais comment expliquer ça? C'est parce que vous avez votre point de référence de qu'est-ce que je m'attends à quoi? Et donc, je m'attends à avoir quand même un rendement positif. Et donc, quand vous avez quelque chose qui est plus petit que ce rendement positif, effectivement, vous avez un coût qui est plus grand que le plaisir d'avoir plus que l'attente. C'est-à-dire, si vous recevez une lettre des impôts en vous disant « Ah, désolé, on a fait une erreur, vous devez payer avant la fin de l'année 10 000 euros », et puis après, je vous renvoie une lettre en disant « Non, mais c'est mon collègue, il n'y connaît. Mon collègue, il n'y connaît rien. En fait, c'était bon, vous ne devez pas les payer. » Donc, en fait, la théorie économique dit vous aviez tel niveau de revenu, vous avez resté à tel niveau de revenu, ça n'a aucun impact. C'est très dur en économie d'expliquer ça.
Mais en finance comportementale, effectivement, on peut mesurer l'impact d'une perte et l'impact du gain après. Et cet impact du perte est plus fort que l'impact du gain. Et on peut mesurer combien avec une série de questionnaires dont je vous parlerai très rapidement. Et donc, on peut voir qu'effectivement, l'individu, alors que c'est une opération neutre, se trouvera dans une situation plus délicate. Si je peux me permettre, M. De Palma, on a du temps quand même. Ça finit à 10h30, Marcel. Donc, on a du temps. Et moi, je connais aussi Kahneman et Tversky. Et je pense que c'est important que vous preniez 2 minutes pour... C'est sur les pilotes de chasse? Sur l'étude de Kahneman et Tversky, c'est sur les pilotes de chasse? Non, moi, je pense... Où il les récompense. Moi, et il faut... D'accord. Oui. Ok. D'accord. Ok. Donc, la manière dont on peut faire ça, c'est effectivement développer un questionnaire. Mais qu'est-ce que c'est un questionnaire? Bon, vous en remplissez, mais c'est quelque chose qui vous met en situation et que vous venez. Si vous êtes dans cette situation-là, que feriez-vous? Donc, en fait, la théorie de la décision, c'est une grande discipline très compliquée, mais on peut faire énormément de choses en mettant les choses sur papier, en disant, bon, quels sont les éléments du problème, quelle est l'information que tu as, quelles sont tes attentes et comment tu réagis à telle et telle situation. Et donc, ce qu'on a fait dans le cadre de Risk Design, c'est développer un questionnaire à la fois académique. Depuis 12 ans, on fait passer ce questionnaire académique dans un certain nombre d'écoles, et à la fois un questionnaire privé où on pose une série de loteries aux gens. Bon, on n'utilise pas ce terme, c'est-à-dire de choix entre des investissements certains et des investissements risqués, en mettant tous les éléments de petite probabilité de perte pour mesurer l'attitude de l'individu vis-à-vis du risque. Et évidemment, ça n'a de sens, et c'est ce qu'on fait aussi, de comparer effectivement ces réponses avec les choix effectifs des investisseurs. Parce que clairement, si vous faites une enquête et vous posez des questions, vous avez une distorsion dans les réponses, donc il est nécessaire de pouvoir corriger cette distorsion. Alors, la stabilité des préférences dans le temps, j'en ai parlé, je pense que je vais sauter. Je préfère parler du mental accounting, c'est-à-dire que, et ça c'est aussi une rationalité. En fait, j'ai parlé du patrimoine, mais c'est une erreur. On a plusieurs patrimoines, en fait. C'est-à-dire que j'ai de l'argent, j'ai d'une part, effectivement, j'ai mon patrimoine immobilier, d'autre part, j'ai un patrimoine pour l'étude de mes enfants, d'autre part, j'ai une partie de mon patrimoine pour acheter ma résidence secondaire, d'autre part, j'ai la poire pour la soif. Or, l'économiste, lui, il dit, vous avez un patrimoine d'autant. Non, c'est pas vrai, parce que j'ai des motifs différents pour ces différents patrimoines. Et la manière de gérer et la manière, effectivement, d'accepter le risque et la perte sera différente. Si c'est des études pour les enfants, disons qu'on est aux États-Unis, parce qu'ici, c'est moins important, mais aux États-Unis, ça coûte extrêmement cher, les études. Et donc, je vais avoir une attitude totalement différente. Quand je mets 100 000 $ pour payer les études à mes chérubins, ou quand je mets 50 000 $ pour acheter une vague résidence secondaire, mais j'en suis pas vraiment sûr si j'en ai besoin. Et donc cette image qui n'est pas de moi mais qui me semble très bonne, effectivement, c'est la tenir à plusieurs compartiments et j'ai une paroi, je gère de manière différente chacun de ces compartiments, j'ai un motif différent, j'ai une aversion au risque différente pour ces différents compartiments, une aversion aux pertes aussi différente et c'est ce qu'on essaie de mesurer avec. OK, on mesure le risque, mais on mesure le risque dans un contexte donné. Petit exemple, vous allez acheter votre voiture et le gars vous dit « Bon, mais je peux vous faire une ristourne de 100 € » après avoir discuté. Mais c'est mon dernier prix, vous dites « Mais vous vous moquez de moi ?» Et puis vous allez au café du coin et le gars a augmenté son café de 10 centimes et vous allez discuter en disant « Mais comment ça se fait, vous avez déjà augmenté la semaine dernière, pourquoi vous augmentez ?»
Alors, c'est pas le 100 € effectivement de la voiture n'ont rien à voir avec les 10 centimes. C'est deux compartiments différents et donc il y a un hermétisme et donc l'individu va réagir très différemment en fonction de la situation. Alors, quatrième biais de comportement, bon, toute la finance dit il y a le rendement et la volatilité. Et désolé, vous allez voir votre gestionnaire de patrimoine, il vous dit c'est le couple rendement, volatilité. Mais le problème, c'est que effectivement, c'est pas tout à fait ça. Et quand vous regardez les deux fonds ici, vous avez le fonds 1 avec 10% de rendement moyen, 5,7% de volatilité, 0,7% de perte moyenne, et le fonds 2 avec 10% de rendement moyen, 6,7% de volatilité et aucune perte. Si vous faites les petits calculs avec le modèle que tout le monde utilise encore maintenant en finance, le modèle de Markowitz, moyenne variance, ben en fait, le produit 1 domine le produit 2. Mais si vous demandez aux gens, je n'ai pas le temps de faire l'expérience, ou bien vous appliquez une petite formule avec la version perte estimée des vraies valeurs, en fait, c'est le produit 2 qui domine. Et donc, ce qui est important, c'est effectivement avoir des produits qui tiennent compte de ces biais de comportement, éviter d'une part des produits qui soient dominés. Alors là, il y a un effet visuel, je ne sais pas si on le voit, mais l'escalier, c'est pas très clair si la personne monte. Et d'autre part, descend. Et d'autre part, vous devez avoir des produits adaptés. Ça, c'est ce que j'ai dit tout au début. Bon, c'est un jeu à somme nulle, mais on ne peut pas avoir tout gagné. Mais il y a quand même moyen de faire quelque chose. C'est au moins donner un produit qui est adapté à l'investisseur. Et là, on peut avoir un jeu où tout le monde gagne, puisque moi, je ne veux pas prendre trop de risques à court terme, donc j'ai un type de portefeuille. Monsieur est prêt à prendre des risques et finalement, il sait que bon, son banquier l'appelle en disant « Désolé, de mauvaises nouvelles, votre portefeuille s'est cassé la figure. » Il ne parle pas comme ça, évidemment. De 20%, il dit ben, « Ok, mais j'ai déjà eu ça plusieurs, il suffit d'attendre, je n'ai pas besoin de mon patrimoine. Bon, faites un effort, mais on attendra. » Et il ne va pas se réveiller la nuit en disant « mais j'ai perdu de l'argent ». En fait, il n'a rien perdu du tout et ça n'a aucun... C'est purement psychologique parce que ça n'a aucun impact sur la condition de vie. Il n'a pas besoin de ce patrimoine. De toute façon, c'est un patrimoine qu'il va transmettre à ses enfants. Mais néanmoins, et c'est ça qu'il faut mesurer, néanmoins, ça le gêne en disant « ah oui, mais j'ai perdu 20%. » Donc ça, c'est ce qui est très important de mesurer. Alors, l'autre problème, ça c'est plus financier, c'est que il est supposé dans la théorie classique que les rendements sont moyens. Bref, on a des gaussiennes, on a des normales, on a des chapeaux de gendarmes. Alors là, il faudrait faire une étude d'ailleurs, pourquoi les gens croient des choses qui sont fausses. Et si vous prenez, vous pouvez faire ça cet après-midi, vous allez chercher les chiffres du CAC 40 ou du New York Stock Exchange, vous faites la petite distribution, elle existe sûrement, et vous la voyez qu'elle n'est pas du tout normale. Donc il y a un dépassement, elle est trop pentue, mais surtout il y a des queues de distribution épaisses, c'est-à-dire qu'on a des fortes chances, effectivement, d'avoir des pertes. Et c'est ça, effectivement, qui est très important, puisque comme on est très sensible aux pertes, il est important de modéliser ces pertes. Et malheureusement, la plupart des modèles, y compris ceux qui sont, mais vous me contrerez peut-être, mais ceux sur le marché, effectivement, supposent la normalité des rendements. Et donc, je ne les critique pas parce que les prédictions ne sont pas bonnes, mais je les critique parce que l'élément qui intéresse l'investisseur n'est pas modélisé. Parce qu'on juge un modèle en fonction de la qualité de la prédiction, mais aussi en fonction de son utilisation, me semble-t-il. Alors, bon, la solution est un peu technique, mais c'est de dire, bon, on va décrire effectivement les actifs financiers comme une combinaison de lois normales, et quand vous mettez deux chapeaux de gendarme, vous pouvez, bon, c'est un peu faux ce que je dis, mais il y a un chapeau de gendarme comme ça, un chapeau de gendarme comme ça, on n'a pas nécessairement une bosse, donc on a deux bosses, et donc effectivement, on n'a plus de comportements normaux, vous pouvez décrire effectivement un peu ce que vous voulez.
Alors, la dernière chose, avant de conclure, c'est le futur et le passé. Alors, on ne connaît pas le futur, mais le législateur, il doit dire quelque chose. Quand je présente un produit financier, moi, conseiller, je dois vous dire quelque chose. Alors, ce que je vous dis, c'est, je vous donne des chiffres du passé. Et là, évidemment, je suis plus ou moins subtil parce que si vous regardez tous les produits sur Internet en disant voilà les performances, ils ont tous fait mieux que le marché. Alors ça, c'est un problème de présentation. Et on est très sensible à ces problèmes de présentation de l'information parce que quand on vous pose une question, il faut éviter de tomber dans les mêmes biais, c'est-à-dire qu'on donne la réponse dans la question. Donc le fait, par exemple, de présenter un camembert à 2 dimensions ou à 3 dimensions change totalement les réponses, par exemple. Donc ça, c'est des problèmes de perception qui sont importants. Alors, revenons à nos moutons. Le législateur dit vous devez donner des informations sur la volatilité. Mais le problème, c'est que ces informations, comme personne ne les a, un peu par fainéantise, ils ont dit vous prenez la volatilité des 5 dernières années. Alors ce qu'on a fait, ça ne nécessite aucun calcul, c'est qu'on a pris la volatilité en... je ne sais plus qui est qui, mais on a pris la volatilité en jaune, qui est la volatilité des 5 années précédentes, c'est-à-dire je me retrouve en 2017 et je donne la volatilité 2012-2017. Et je dis voilà la volatilité du produit. Et puis après, comme alors je le fais en 2012, je me prends sur les 5 dernières années, et maintenant je suis en 2017, je connais effectivement ce qui s'est passé, et je représente l'autre courbe, la courbe verte, sur la volatilité effective des 5 années suivantes. C'est-à-dire que et vous voyez que c'est contracyclique. Donc en d'autres mots, la volatilité passée me donne juste la mauvaise information. Quand on dit elle est élevée, ben je peux être sûr que la volatilité future soit basse et inversement. En tout cas, ça c'est les chiffres et de nouveau c'est l'Eurostock. Vous pouvez reproduire cette figure comme vous voulez. Et néanmoins, les investissements par la législation européenne MiFID vous disent vous devez vous baser sur les 5 dernières années pour juger de la volatilité du produit. Bon, donc je pense qu'il vaut mieux faire une mauvaise prédiction, et c'est ce qu'on s'attache de faire, que de se baser sur l'information passée. Alors c'est là que jouent les algorithmes, et je vais peut-être en terminer là, c'est-à-dire comment faire des bonnes prédictions. Alors, vous avez l'information passée, ça, alors vous faites toutes vos séries et compagnie, ça marche très bien, sauf que ce n'est pas suffisant pour faire de bonnes prédictions. Vous avez besoin d'autres informations. Alors on dit il y a l'économie réelle. Mais en fait, l'économie réelle, c'est un peu difficile parce que oui, les facteurs macroéconomiques expliquent les mouvements des produits financiers, mais comme je fais une prédiction sur 5 ans, 10 ans, je dois trouver ces facteurs macroéconomiques dans 10 ans. Alors, quel est le prix du pétrole dans 10 ans ? Vous n'en savez pas grand-chose. Moi, j'en sais encore moins. Quel est le niveau de chômage, etc. Donc, c'est extrêmement difficile. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est utiliser des informations qui sont plutôt les informations, donc c'est là que joue le big data, qui sont les informations qui sont échangées dans le cadre de... Bon, on a regardé les titres de New York Times, donc c'est des informations très simples. Mais le fait qu'il y a des occurrences, effectivement, de mots qui viennent à des fréquences différentes, nous donne des indications sur... Qu'est-ce qui intéresse les gens? Si on parle beaucoup de crise, peut-être qu'une crise va... Si on parle beaucoup de faillite, peut-être que les faillites... Et donc, on essaye de corréler les cours à la fréquence d'apparition de ces informations, en tout cas en termes de titres de journaux, et on améliore effectivement de manière significative nos prédictions. Ça, c'est mon petit cours de chinois, Ganse Nin De Suan, qui veut dire merci. Merci, Monsieur De Palma. Vous vouliez...
Non, je vais tout de suite. Ouais, et puis on s'amuse après. Oui, parce que j'ai quelques remarques, mais ça prolongerait. Vous avez une affaire. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Oui, merci. Merci. Donc, je vois que devant moi, j'ai un sac qu'on m'a donné. C'est marqué Think Large. A priori, c'est quelque chose que vous avez l'air de connaître parce que c'est le leitmotiv de cette maison. Et on est au cœur de notre débat. Hein, c'est-à-dire, on va parler de la pensée. La pensée, ça se passe quelque part dans le cerveau, que ce soit l'hémisphère droit ou l'hémisphère gauche. Et puis j'ai un autre truc qui est devant là, qui s'appelle un livre qu'on vient de sortir dans un think tank qui s'appelle Praxis, qui s'appelle Le gouvernement des citoyens. Et c'est au pluriel. Il y a plusieurs citoyens. Et donc, on va passer du problème de la pensée de l'individu qui va sur les marchés décider à un instant donné, à travers ce qu'on a pu voir, entre sa connaissance, son émotion, etc. Et puis, il y a la pensée collective qui va décider de l'environnement du processus de décision, ce qu'on va appeler par exemple la régulation. Et cette pensée collective, elle a aussi un hémisphère droit et un hémisphère gauche, sans faire de la politique. Et donc, mon propos autour de la régulation financière, dans un monde technologique, ça pourrait s'intituler de l'intelligence artificielle à l'intelligence, retour de l'homme, retour aux origines et comprendre. Est-ce que la science va nous aider à comprendre ou est-ce que la science va occulter une partie de la réelle compréhension des choses? Et là, je vais resituer ce débat dans un contexte sociétal avant d'arriver à la finance elle-même. Et dans le contexte sociétal, on est dans un monde qu'on est habitué de penser qu'il est de plus en plus complexe. Alors, je ne sais pas si le monde des Phéniciens et des Grecs était plus simple, mais il nous apparaît aujourd'hui que le monde est beaucoup plus complexe. Et c'est vrai que autour de nous, la voiture est plus complexe que la voiture à cheval. Et c'est vrai dans tous les domaines. Et il est plus complexe parce qu'on a l'impression d'être dans le monde global. La globalisation, la mondialisation rend les choses complexes. Et pourtant, il y a des écrivains, Thomas Friedman par exemple, qui a dit que cette complexité conduisait à un monde plat. World is flat. C'est le nom d'un bouquin, 2005. Dans la réalité, cette complexité fait que non, c'est pas vrai. Il apparaît que le monde est flat, mais en fait, c'est probablement pas vrai. C'est-à-dire que cette complexité permet de percevoir une plus grande diversité du monde. C'est-à-dire qu'on va plus vite comprendre que les Chinois sont différents des Américains, que l'espagnol catalan, il est différent de l'autre espagnol, que le français, il est différent de l'allemand. Donc le monde est de plus en plus divers. Le monde n'est pas flat, mais il est interconnecté. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une nouvelle dimension, c'est qu'il y a plus d'interconnexion, il y a une plus grande rapidité de voir un espace différent d'une autre. Donc, il y a cette interconnexion. Et alors, ces différents paramètres, ce monde qu'on dit flat, mais qui est plus divers, cette interconnexion qui permet d'accéder à tous les problèmes du monde en temps réel, génère une angoisse. Une angoisse et des ambiguïtés. Et on a vu tout à l'heure, dans l'introduction, que le grand problème de la neuroscience, c'est de savoir comment le cerveau va réagir par rapport à l'angoisse et l'ambiguïté. Et comment cette angoisse, cette ambiguïté peut être couverte par une autre partie du cerveau et qui va adresser de la connaissance. Est-ce que la connaissance va couvrir ou non l'angoisse? Pour l'instant, il semble qu'avec toutes les universités dans le monde, la connaissance augmente et l'angoisse du citoyen augmente aussi. Donc on peut penser que la science, pour l'instant, ne règle pas le problème de l'angoisse et on s'aperçoit que tous les mouvements politiques qu'on voit, c'est-à-dire
l'intégrisme, le phénomène identitaire, etc., fait que cette angoisse se traduit par un espèce de repli sur soi. Et alors ce repli sur soi est amplifié probablement aussi par le cerveau politique. Le cerveau politique, soutenu par les médias, va pas trop rentrer dans la complexité du monde, va cultiver plutôt l'angoisse et va apporter des réponses techniques à travers l'émotion. Et on va bien voir qu'il y a un énorme syndrome qui est que la science se développe, et plus elle se développe, plus les réponses sont hors de la science et sont apportées par de l'émotion. Et là, c'est un grand paradoxe qu'il faut qu'on traite par rapport au cerveau collectif. Alors, dans la finance, qu'est-ce qui se passe? Et là aussi, on est à un croisé des chemins, on est à un moment historique qui est grave. On sort d'une crise, 10 ans de crise, une crise qui est née effectivement d'énormes ambiguïtés, d'énormes analyses erronées, auxquelles, pendant 10 ans, on a apporté 40 directives de Michel Barnier, des monceaux de régulation quasiment ingérables, qui donnent l'illusion, à travers une certaine émotion, de traiter le problème sans forcément le traiter. Alors, d'abord, cette crise, elle est née de quoi? Elle est née d'idées très simples. Elle est née en Amérique, d'une idée simple, comment on va pouvoir financer le logement de tous les citoyens américains. Bon. Donc c'est une idée sympathique de M. Clinton, pas de problème. Et donc pour ça, on va augmenter la capacité de donner du crédit dans n'importe quelle condition, et ce crédit, comme c'est compliqué, on va essayer de le partager, parce qu'il y a une autre idée simple, qui est que plutôt que concentrer le risque dans une banque, si on répartit le risque, un risque réparti est moins dangereux qu'un risque concentré, ce que tout citoyen pourrait comprendre. Manque de chance, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que le risque réparti, s'il ne s'appuie pas sur de la transparence, sur des modèles compréhensibles, alors c'est l'émotion et l'angoisse qui rattrapent le processus et qui fait tomber tout le château de cartes. C'est ce qui s'est passé effectivement en 2007-2008, puisque ce risque réparti, il s'avère que pour une certaine proportion de ce risque, il n'était pas clair, c'était le syndrome de la vache folle, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement des éléments qui étaient dans les portefeuilles, dont on ne savait pas quantifier, identifier, et qui fait que tout ça. Mais c'était parti sur des analyses simplistes, alors qu'on est dans un monde scientifique complexe, on avait des analyses simplistes, basées sur de l'idéologie, en gros. Et l'idéologie, elle est toujours simpliste. Et cette idéologie, plutôt américaine, était sur l'efficience des marchés, basée sur la théorie économique, etc., sur les modèles, sur les courbes de Gauss, sur tout ça, sur des calculs très scientifiques, avec des VAR, des variances, etc. Et donc on était parti, drivé par la Banque centrale, la Fed, sur l'efficience des marchés. Le seul problème, c'est qu'il s'avère que les marchés, en période de stress ou en période plus compliquée, ne sont pas efficaces. Et que dans les marchés, on va parler du stock X, du CAC 40, etc., etc. Bon, et on va dire, voilà, les marchés, il y a des bourses, il y a des prix, donc ça marche. Le seul problème, c'est que les instruments qui sont dans les portefeuilles, les instruments, les actifs financiers, la partie de ces actifs financiers qui sont gérés par des marchés efficients, c'est-à-dire avec une offre et une demande relativement amples, c'est une très faible partie des marchés. Donc dans la réalité, on a une illusion, on dit les marchés, parce qu'effectivement, il y a New York Stock Exchange, etc., les marchés sont efficaces, mais dans la réalité, une grande partie des actifs, eux, ne sont pas sur les marchés efficients. Et évidemment, c'est cette partie-là qui a explosé. Mais alors c'est important parce que cette idéologie, ça a des conséquences sociétales fondamentales. Je prends juste l'exemple de la comptabilité.
Personne ne s'intéresse de la comptabilité, parce que c'est une science technique pour les comptables. Hein, bon. Mais la comptabilité, c'est au cœur de modèles sociétaux. Hein. Et vous savez qu'il y a des grands débats dans la comptabilité, l'évaluation des actifs qu'on va mettre dans un bilan, etc. Mais comment on va évaluer les actifs? Bon. Et donc là, revient l'idéologie des marchés efficients. Et donc là, il y a un dérapage sémantique intéressant à analyser sur la valeur. La valeur, c'est un élément fondamental de la société. C'est quoi la valeur? Et donc là, on a la fair value, concept de fair value. Et tout le monde est d'accord sur la fair value, une valeur qui est juste. Et là, le dérapage, c'est qu'on a associé fair value à market value. Donc, la fair value, c'est la valeur du marché. Or, dans la réalité, la fair value peut être la valeur du marché pour des actifs qui ont une réponse dans le marché, et puis pour tous les actifs majoritaires qui n'ont pas de réponse dans la fair value, c'est autre chose à définir, historical value, etc., etc. Mais là, le dérapage sémantique et philosophique, c'est qu'on a substitué que la valeur, c'est la valeur de marché. Et là encore, c'est une erreur qui a des conséquences fondamentales qui font que, effectivement, les bilans des banques européennes ne s'évaluent pas de la même manière que les bilans des banques américaines. Et donc, une fois qu'on a ce contexte de ces incertitudes, de ces erreurs, on s'aperçoit que la régulation aussi, sur la base de ces leçons dites de la crise, apporte des réponses bizarres. Hein. Des réponses bizarres parce que, de manière incantatoire, tout le monde va dire la croissance, c'est l'investissement long terme. Hein, investissement long terme. Et puis la décision, dans l'émotion, c'est d'avoir des régulations qui vont prôner des investissements court terme. Donc ça va être par exemple la directive Solvency II. Hein, les assureurs n'ont pas été vraiment pris dans le syndrome de la crise, mais on va leur mettre une dose de régulation prudentielle très forte. Et comme le long terme fait peur au cerveau, on va privilégier le fait que les assureurs vont plutôt investir sur le court terme. Ce qui pose un problème lorsque l'on va essayer de travailler sur la croissance économique, alors qu'on a besoin d'investissements longs, hein, d'investissements en actions pour financer nos entreprises. Eh bien non, on ne trouvera pas de financeurs actions, on va trouver des financeurs courts. On a d'autres syndromes de simplification, on va dire, des banques modèle universel. Ben, c'est dangereux parce que universel, on ne sait pas bien maîtriser. Donc on va plutôt essayer de ségréguer, couper les banques en morceaux. Alors, c'est bizarre parce que ça c'est encore de l'émotion, parce que c'est plus facile à comprendre de ségréguer. Le seul problème, c'est que la crise, elle est née de banques spécialisées, c'est-à-dire Lehman, Northern Rock, spécialisés dans le retail, immobilier, Lehman, banque d'investissement, ils ont explosé. Et ça paraît de bon sens que de dire une banque qui a une portefeuille de risque avec des activités diversifiées est plutôt moins risquée qu'une banque qui fait qu'une seule chose. Eh bien non, on est plutôt parti dans l'autre direction, c'est-à-dire on va simple, on va keep it simple, donc on va ségréguer les banques. Bon. Autre analyse bizarre sur la taxe sur les transactions financières, où les académiques confondent assez rapidement la taxe Tobin, par exemple, qui est une taxe sur un actif, qui était le Forex, par rapport à une conception d'une taxe sur les transactions financières qui est multi-actif. C'est-à-dire que c'est une même taxe unitaire qui va toucher des actifs courts, longs, structurés, pas structurés, donc avec des conséquences économiques totalement imprévisibles et impossibles à gérer. Donc encore bizarre. Alors je reviens sur, c'est quoi la finance au total? À quoi ça sert la finance? Ben, la finance, c'est relativement simple. La finance, elle doit accompagner la croissance. C'est quoi la croissance? Ben, la croissance, ce n'est pas l'aversion au risque. Tout à l'heure, on a perdu de l'aversion au risque. Non, la croissance, c'est l'appétit au risque. C'est-à-dire, il y a des personnes dans une société qui ont un certain goût au risque et qui vont prendre des risques. Ça s'appelle les entrepreneurs. Les entrepreneurs, quand ils vont gérer leur entreprise, ils vont prendre des risques. Ils vont être innovants, ils vont essayer de trouver des produits plus modernes, plus efficaces, meilleurs que celui des copains. Et pour faire ça, il va prendre des risques.
Le seul point, c'est que lui, l'entrepreneur, il va prendre des risques, mais il n'est pas capable de financer son risque. Donc, il va devoir chercher des investisseurs. Et les investisseurs, eux, ils ont de l'argent, mais ils ont une aversion au risque. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure des investisseurs par rapport non pas à l'appétit du risque, mais à l'aversion du risque. Donc, il y a deux populations. Certains ont de l'appétit, l'autre une aversion. Et donc, au milieu, il faut trouver une intermédiation, c'est-à-dire des gens qui vont essayer, à travers de l'analyse, d'encapsuler le risque de l'entrepreneur pour le présenter sous une forme quelconque à un investisseur, sous une forme acceptable par lui par rapport à son modèle d'aversion au risque. Et ça, c'est effectivement le métier de la finance, qui, soit à travers le crédit, qui est un moyen de couvrir le risque, de transformer des dépôts en crédit, soit à travers les marchés, qui sont une autre approche du risque, soit à travers la gestion, qui va repackager des actions, des obligations sous une forme, etc. Donc, effectivement, la fonction financière, ça va être d'une usine de transformation du risque, une usine nucléaire, si on peut dire, parce que s'il se trompe, évidemment, c'est ce qui s'est passé, il y aura une explosion qui aura des conséquences fortes sur l'ensemble de la société. Et alors, donc là, il y a aussi deux approches, le risque et l'ennemi commun. Et comme dans l'environnement militaire, il y a deux manières de traiter le risque, soit par le blindage, soit par l'armement. Le blindage, c'est de renforcer, de faire en sorte que les balles ne traversent pas quelque chose. L'armement, c'est l'intelligence du terrain, c'est l'infanterie, c'est les gens qui vont effectivement essayer d'attaquer. Et là, encore une fois, le syndrome de la simplicité, vu du politique ou du régulateur, c'est de dire, oh là là, l'armement, c'est basé sur des hommes, on ne peut pas avoir vraiment confiance. Le blindage, c'est simple, c'est compréhensible. Qu'est-ce que c'est que le blindage dans la finance? C'est les capitaux propres. D'où toutes ces normes qu'on va appeler BAL, CRD1, CRD2, CRD4 dans le domaine européen, Solvency, ça va être des capitaux propres. Et l'infanterie, c'est la surveillance. La force de la France pendant la crise, c'était qu'on n'était pas forcément très capitalisé, nos banques, mais on avait une surveillance très forte. C'est-à-dire qu'on avait une COB, une ACPR, qui avait des agents qui étaient très intrusifs. On avait une culture du risque très profonde à l'intérieur des établissements. Et donc, on avait tout un ensemble de processus qui permettaient de gérer les comportements des individus avec une grande surveillance. Mais le régulateur, n'ayant pas confiance, problème de la confiance, préfère le blindage. Et le blindage, on sait ce que ça donne, on connaît la ligne Maginot, et en l'occurrence, dans la finance, c'est probablement un peu la même chose. Et comme on voit que la réalité de la clé, ce n'est pas tant le blindage que le comportemental, c'est-à-dire la surveillance, on a le syndrome Kirvel. L'affaire Kirvel n'est pas tellement étudiée dans les journaux, on ne voit que de la caricature là-dessus. Mais elle est quand même intéressante parce qu'effectivement, le processus de surveillance qu'on avait dans les banques était principalement une surveillance par rapport au comportement erratique, par rapport à l'erreur. C'est-à-dire une erreur de procédure, quelqu'un s'est trompé, il a mis un zéro de plus dans un ordre de bourse et donc ça fait crasser la bourse, etc. Donc on va traiter ça. Mais elle était basée sur le fait qu'on travaillait sur une population dans laquelle on avait confiance. C'est-à-dire qu'on ne travaillait pas sur une surveillance de la fraude, du comportement déviant, mais sur une surveillance de l'erreur. Or, évidemment, il peut y avoir des comportements déviants. Donc c'est le phénomène Kirviel. Mais dans le phénomène Kirviel, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi il était déviant. Et donc, quelle est la partie de son cerveau ? Et dans l'analyse neurosciences, il y a tout le problème des incentives. Qu'est-ce qui va faire courir ? Qu'est-ce qui va faire prendre le risque ? Et comment on va, à la fin, prendre une décision ? Et chez Kirvel, ce qui était intéressant, c'était que son objectif, ce n'était pas tellement de gagner de l'argent. C'était plutôt l'émotion. C'était plutôt la reconnaissance d'un espèce de succès, l'émotion, et c'était ça qui drivait son comportement. Or, ce n'est pas tellement cet aspect-là du comportement que l'on va surveiller, mais plutôt la surveillance par rapport à l'initiative financière, etc. Donc, encore une sphère sur laquelle il faut qu'on travaille. Et donc,
l'idée, c'est comment rééquilibrer cette partie du cerveau. Le blindage, qui a la priorité qui est donnée par le régulateur et le politique, c'est une solution que j'appellerais le scoring. C'est le totalitarisme des statistiques. Ça va être la modélisation. On va se mettre à l'abri d'un blindage des données. Donc le big data, etc., va régner et on va effectivement avoir tout un ensemble d'analyses et on va se mettre sous l'abri de ces analyses qui vont supprimer une ambiguïté qui existe. Et cette ambiguïté, elle est où? On a parlé de modélisation. La modélisation, c'est très bien, mais c'est aussi une vision simplificatrice. Et comment on simplifie en science? C'est qu'on a des hypothèses. On met des hypothèses. Et c'est sur la base d'un certain nombre d'hypothèses qu'on va effectivement simplifier la réalité et trouver des modèles VAR, etc., etc. Et une fois qu'on aura le sous-produit du modèle, on va prendre des décisions basées sur le résultat d'un modèle et on va très vite oublier les hypothèses. Et si évidemment les hypothèses sont en écart par rapport à une réalité à un moment venu, ce qui s'est passé effectivement dans les crises, la crise de 2007-2009, c'est-à-dire que ces hypothèses, le stress vécu à cette époque-là n'était pas un stress qui était pris en compte dans les hypothèses, où on avait oublié les hypothèses qui avaient supprimé ce stress. Et donc, par rapport à ce blindage, l'idée c'est de retrouver les éléments qui permettent de redonner une place à l'individu, c'est-à-dire dans la surveillance, comment comprendre mieux les réactions de l'individu individuel par rapport à l'individu collectif. Et c'est là où on revient un petit peu aux origines, où on a eu un dérapage à travers les modèles dits de compliance. Vous savez qu'il y a une inflation énorme de la compliance. Et dans la compliance, on a une compliance mécanique, c'est-à-dire qu'on a une compliance de la régulation avec tic de Borg, dans laquelle on va avoir des process, on va contrôler des process, etc., etc. Et là, on s'est quand même rendu compte que les Américains se sont rendus compte que nous, on l'avait connu en France il y a longtemps, parce qu'à la place de compliance, on appelait ça déontologie, les déontologues. C'est que l'élément essentiel dans la gestion du risque, c'est l'individu. Ce n'est pas uniquement le process. Bien entendu, il faut des process, mais ça repose sur l'individu. Et l'individu, c'est donc de redévelopper tout un ensemble de sciences qu'on va appeler conduct. Et en Angleterre, maintenant, il y a une partie de régulation qui s'appelle Conduct Authority. Et on va développer en parallèle aux directions de la compliance ou direction des risques, des directions de conduct, dans lesquelles on va essayer de travailler sur le comportement des individus. Le comportement. Et le comportement, c'est du rationnel et de l'irrationnel. C'est du comportement qui va être basé sur du savoir, des méthodes, des process, mais qui va être aussi basé sur des individus. Et c'est là où la neuroscience est importante, parce qu'elle va effectivement nous aider à comprendre comment se comporte l'individu face à une situation donnée. Et face à une situation donnée, c'est intéressant, mais 99% des éléments de la décision seront apportés par des modèles, des aides à la décision, etc. Mais, comme on a vu, qu'une grande partie de la décision va se porter dans un environnement où c'est l'ambiguïté qui va gagner, où c'est la surprise, l'effet de surprise qui va faire que je vais gagner ou pas gagner sur un investissement. Donc, c'est le 1% de la décision finale qui fait qu'à la fin, quelqu'un, leur on dit, c'est le génie du chef, c'est ceci ou cela. Ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre en équation. Or, c'est ça qui va emporter la décision. Donc, quelle est la partie du cerveau? Quel va être le processus de décision qui fait que ce 1% va être la décision déterminante qui emportera sur 100% du résultat et non pas les 99% d'aide à la décision. Et donc, pour conclure, la question c'est que, à la fin, c'est comment je vais bâtir un univers de confiance. Comment je vais bâtir un univers de confiance entre les citoyens, les politiques et la sphère financière collective.
comment je vais créer un univers de confiance entre l'investisseur qui sera conseillé et son conseiller, c'est-à-dire le rôle fondamental du banquier d'autrefois, c'est-à-dire l'homme en qui j'ai confiance, qui va m'aider à faire en sorte que mon patrimoine soit bien géré, que l'appréciation du risque, la compréhension de l'environnement sera telle que je pourrai avoir confiance par rapport à la gestion de mon... Donc la confiance reste au cœur de la finance, et le grand risque scientifique, l'illusion scientifique, c'est de modéliser cette confiance. Et il y a PRIPS, par exemple, qui est la dernière directive, où on va essayer, à travers un seul chiffre, de pouvoir aider à la comparaison d'un produit X par rapport à un produit Y, parce qu'on aurait été capable de synthétiser la différence dans un chiffre. C'est une illusion qui, dans la réalité, on est incapable de fabriquer ce chiffre malgré les régulateurs. Et donc, juste pour conclure, in fine, c'est-à-dire que on avait un peu anticipé tout ça. Cette neuroscience dont on parle, elle est non seulement la compréhension de ce qui se passe dans le cerveau de l'individu, mais je dirais qu'il y a aussi à réfléchir sur une neuroscience interactive, c'est-à-dire comment cette neuroscience va permettre de gérer la relation entre le cerveau de la prise de décision de l'intermédiaire, le cerveau de l'entrepreneur qui a un appétit du risque et le cerveau de l'investisseur qui a une crainte du risque. Comment cette interrelation peut être gérée, et si on peut la gérer correctement, alors on pourra effectivement concevoir une bonne régulation fondée sur la confiance mutuelle. Merci. Merci, M. Lonxin. Une petite minute chacun pour réagir à ce que l'on vient d'entendre, hein, et puis après on passe aux questions du public. Oui, alors c'est un très bon programme de recherche qui sort de cet échange. Je crois qu'il y a 3 questions pour les neurosciences. La première, c'est étudier les interactions et qu'elles sont centrales, confiance, etc. La seconde, c'est approfondir la notion de temporalité dans la décision, notamment dans la décision financière, court terme, long terme, immédiat, référence au temps présent. Et la troisième, alors un peu plus technique, c'est abandonner les relations linéaires et peut-être gagner des notions logarithmiques. Ça nous ramène au vieux modèle, peut-être l'ancêtre des neurosciences, la psychophysique. Vous voulez ajouter quelque chose, M. De Palma ? Alors, mon interrogation est la suivante. C'est effectivement, la neuroscience est une science intéressante, mais comment l'appliquer en pratique ? C'est-à-dire, j'ai un individu qui a des informations, je lui passe des informations, il a des préférences, il a des attitudes, il a des variables latentes, son intelligence, ses émotions. Bien, comment je peux construire un modèle économétrique pour le décrire et prédire ses comportements et aussi le conseiller ? C'est l'interrogation que j'ai pour vous. Pour ma part, ce que j'ai entendu qui me fait réagir là, c'est que vous avez dit c'est exactement ça. C'est le 1% qui va faire qu'on prend une décision. Et ça, c'est difficile à dire en tant qu'expert, c'est-à-dire ce 1%-là, c'est l'intuition. C'est ce que vous allez appeler l'intuition. Et au final, c'est l'intuition qui va devoir prendre ce circuit de décision, et l'intuition n'est pas toujours rationnelle, loin de là. Et je voudrais dire quelque chose, parce qu'on parle du client aussi, on parle de l'individu, c'est que nos grands-parents n'avaient pas du tout la même approche de la bourse que l'on a aujourd'hui. Les financiers, ces 30 dernières années, ils ont marketé la bourse. Marketer la bourse, ça veut dire qu'on en a fait un produit. C'est qu'on est passé d'un marché qui est un des très bons moyens de financer l'économie, puisque ce sont des gens qui ont de l'argent, qui vont venir choisir des gens qui ont besoin d'argent pour développer leur entreprise. Et aujourd'hui, moi, quand mes grands-parents, ils investissaient dans Michelin, ils investissaient dans Michelin. C'est-à-dire qu'ils investissaient dans une entreprise, certes française, mais qui était un modèle, qui avait une technologie, une innovation. Ils allaient y rester 20 ans. Aujourd'hui, si je vous posais la question, n'importe lequel d'entre vous qui fait un peu de bourse ou autre, est-ce que vous pensez réellement que vous accompagnez une entreprise, c'est-à-dire qu'en tant qu'investisseur, donc actionnaire, vous êtes un associé
un partenaire du développement de l'entreprise que vous avez en face? La plupart du temps, non. Vous allez regarder l'espérance de gain. Donc, le court terme. Et tout est fait autour de vous, par rapport à la banque, pour faire de ce court terme la réalité, puisqu'on va vous donner des états en fin d'année. Il n'y a pas plus dingue pour un boursier que de se dire, moi qui suis censé anticiper, prévoir, accompagner et chercher le potentiel qu'une entreprise aura de développement, de croissance, dans les 3 à 5 ans qui viennent, que de devoir fournir des états, voire prendre des décisions pour dire « Oulala, chevassu, on est fin novembre, il va falloir rendre les états des clients fin décembre, donc il va falloir que tu fasses des arbitrages pour présenter, c'est-à-dire me désinvestir et revoir différemment le portefeuille pour proposer un état, c'est la réalité, pour proposer un état plus sexy à un client en fin d'année. C'est une pratique de place. Et on est totalement, encore une fois, dans effectivement la neuroscience ou autre. Et puis, dernière remarque, c'est notamment sur tout ce qui est modélisation ou autre. Je me dis aujourd'hui, oui, vous l'avez dit très bien, on base nos décisions sur du backtesting, c'est-à-dire sur un amas énorme de données du passé. Et la réglementation nous force à le faire d'ailleurs, et à présenter aux clients ce qui s'est passé il y a 5 ans. Bon, il y a quand même un petit astérix, ne l'oubliez pas, les performances passées ne dépendent pas, enfin les performances futures ne dépendent pas des performances passées. Mais ça qui le voit finalement, en avant là. Et c'est de me dire, l'avenir peut-être, c'est justement le monde qu'on connaît depuis 2008, finalement, depuis 2008, on n'a pas tant de données que ça, parce qu'on est dans un monde, quand je le regarde, où beaucoup de choses dont Marcel m'a appris il y a quelques décades, où on dit qu'il y a un lien fort d'interdépendance entre les taux d'intérêt et les actions, ça fonctionne a priori plus beaucoup. La mutualisation financière, elle a quand même du plomb dans l'aile. C'est quoi la mutualisation financière? C'est le fait, quand on construit nos allocations d'actifs depuis 30 ans, c'est de dire quand la bourse va mal, ou moins bien, on a l'immobilier, on a la trésorerie, on a l'obligation. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette mutualisation qui fait qu'on pouvait sauter d'un actif à un autre, elle a du plomb dans l'aile aussi. Et mon propos est de dire, c'est que peut-être ce que j'attendrai de la neuroscience, et notamment de la modélisation qui ira avec, c'est comment quantifier et modéliser l'incertitude dans des situations aujourd'hui où on a peu de données, finalement. Voilà. C'est comment, dans un univers où on a peu de données ou peu de recul, on va pouvoir quantifier l'incertitude pour nous aider à décider. J'ai pas la réponse. Vous voulez dire quelque chose? Non, on va passer aux questions. Alors, premier sondage, qui est rassuré par tout ce qu'on vient d'entendre? Levez la main. Qui est angoissé? Qui est angoissé ou qui se dit wow, je vais. Oui, il y en a 2. Et les autres, ils s'en foutent en fait. Alors, qui veut poser une question? Oui, monsieur. Oui, bonjour. En fait, moi, je me posais une question que vous n'avez pas du tout abordée. En fait, c'est est-ce que être un homme, ça change quelque chose dans la prise de décision? Est-ce que des choses comme la testostérone, ça peut éventuellement influencer le cerveau? Être un homme par rapport à une femme ou un animal? Un homme, ouais. Par rapport à un robot. Ou un robot même. Ou par rapport à un robot. Non, globalement, c'est être un homme, c'est un être masculin. Un homme par rapport à une femme. Alors, franchement, un homme n'est pas du tout pareil quand il est accompagné de sa femme. C'est là je parle du point de vue du praticien face à un client. L'homme a toujours tendance à montrer sa testostérone quand il est à côté de son épouse. Voilà. Maintenant, est-ce que les hommes prennent plus de risques ou sont censés prendre plus de risques que les femmes? Je passerai plutôt la parole à Christian Schmitt. Ce que l'on sait, d'une part, c'est que du point de vue simplement physiologique, il n'y a pas de différence de base, sauf que le cerveau des petites filles se développe un petit peu plus rapidement que le cerveau des messieurs. Ce qui a des effets à ce moment-là, ce qui explique que, par exemple, les garçons sont plus violents à 2-3 ans que les petites filles parce que leur cerveau est un peu plus lent et n'a pas été développé un certain temps. Ça, c'est une différence objective. Bon. En revanche, il n'y en a guère. En revanche, nous avons tenu à Dauphine une tribune, on a fait une réunion sur cette différence avec des spécialistes au niveau du travail. Et là, il y a une différence très nette, très générale. Les femmes sont beaucoup plus soigneuses
est moins impulsif que les hommes. Ce sont des faits. Encore un petit commentaire. Alors, moi, je suis en bout de course. Je ne regarde pas directement le cerveau, mais les estimations économétriques qui existent de par le monde montrent que les femmes sont plus averses au risque que les hommes. Ça, c'est vrai. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose de génétique? Est-ce que c'est quelque chose d'acquis? J'en sais rien. Mais alors, je repose une autre question pour rendre la chose un peu plus compliquée. C'est est-ce que les hommes qui sont très averses au risque vivent plutôt avec des femmes qui ne sont pas averses au risque, ou au contraire, la personne qui est très averse au risque vit avec quelqu'un qui est très averse au risque? Ça, c'est des sujets qui sont débattus dans le monde académique, mais je pense qu'on n'a pas le temps, mais je pose la question. C'est le yin et le yang, hein, vous qui allez en Chine. Une autre question? Oui, madame. Vous parlez de modéliser l'intuition, de modéliser le passé qui ne sert pas à prévenir l'avenir, mais dans cette économie, quelle est la place au réel? Les emplois, la place de l'homme par rapport au travail, pour quel métier, pour quels objets qui seront à vendre? On a un petit peu l'impression que c'est la sphère du réel sur la sphère du spéculatif, et que c'est un petit peu quelle est la place laissée à l'homme, et quel est l'avenir du travail et de l'homme dans la société, puisqu'on veut absolument tout modéliser. Je pense que vous pouvez répondre un peu là. Ou non, hein, Oui, non, mais effectivement, c'est une question sociétale. Je crois que là, il y a une petite confusion, hein. Là, on essaye de définir comment on prend des décisions dans une filière métier pour faire en sorte que la finance maîtrise un certain risque. Bon. Donc, et pour maîtriser le risque, il y a le problème du comportement. Votre question, elle est plutôt sur la modélisation de la politique économique d'ensemble. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un triangle de sagesse qui est important entre la croissance, la stabilité, la solidarité. Et donc là, il y a une stratégie. Là, on n'a pas parlé de la manière de conduire une politique économique qui va permettre effectivement de développer l'emploi, la répartition, etc., etc. Donc là, il y a effectivement tout un débat. Alors, il y a un sujet qui est important, c'est lié à la robotisation, c'est-à-dire que la mécanisation va supprimer les emplois. Et donc là, il y a juste une réflexion, c'est-à-dire que ça, c'est encore une source d'angoisse. C'est aussi comme la globalisation, la technologie va supprimer les emplois, il n'y aura plus rien. Bon. Et je ne sais pas s'il faut travailler comme ça. Je pense qu'au niveau académique, il faut réfléchir différemment. Le problème, c'est la création de richesse. C'est-à-dire en quoi la société est capable de créer de la richesse. Aujourd'hui, quand j'étais jeune, il y avait 20% de la population agricole qui créait de la richesse pour nourrir les 90%, enfin 100%, c'est-à-dire qu'ils se nourrissaient eux aussi. Bon. Aujourd'hui, on a 2% d'agriculteurs qui permettent de nourrir tout le monde. Donc il y a eu effectivement perte d'emploi, mais il y a création de richesse. Donc demain, si effectivement on travaille moins parce que les robots vont se substituer à nous, mais que ceci permet de créer autant de richesses, sinon plus, la question c'est plus sur l'emploi, mais c'est sur la répartition de cette richesse et la répartition du temps. Il y a 100 ans, les gens travaillaient 50, 100 heures par semaine. Aujourd'hui, moins, 35 heures. Demain, peut-être 25 heures. Ce sera une autre manière de voir comment va s'allouer le temps par rapport à la création de richesse. Donc voilà une réponse assez large sur votre question. Vous permettez? Vous voulez? Oui. J'ai mon micro, merci. Peut-être une petite information. Donc, effectivement, il y a deux aspects à la question. La première, c'est, bon, vous faites de la finance, est-ce que vous vous préoccupez du monde, oui ou non? Alors, ce que j'ai dit, c'est que, oui, on essaie de mettre des facteurs macroéconomiques, mais ça ne marche pas très bien. Alors, oui,
par contre, il y a des gens qui font des analyses financières et qui ne s'occupent pas de modèles, qui ont un feeling personnel et qui font des prédictions qui ne sont pas mauvaises. Donc, actuellement, on n'en tient pas vraiment compte. C'est vrai qu'on est un petit peu aveugle, mais on essaye de le faire. Et la voie que j'avais citée, effectivement, du big data, qui est quand même le monde réel, mais tel qu'il est effectivement exposé dans les réseaux sociaux ou dans les médias, semble être prometteur. La deuxième manière de comprendre la question, c'est se dire, bon, mais tout tourne avec nos algorithmes, le trading haute fréquence, et encore, on en est au balbutiement, parce qu'on n'a pas, à ma connaissance, encore d'ordinateurs quantiques, mais quand ils seront là... voilà, ça ira beaucoup plus vite. Et bon, je n'ai pas d'idée, mais je peux répéter ce que disait Larry Summers en disant c'est quand même bien qu'il y ait des fusibles et qu'il y ait quand même une intervention humaine. C'est-à-dire que ce qui est difficile, effectivement, c'est la transition entre l'homme et la machine. Alors, je n'ai pas de réponse, mais je pense qu'il faut travailler là-dessus. Et un des plus grandes catastrophes d'aviation a lieu en Suisse entre deux avions qui sont rentrés dedans, étaient remplis d'enfants dont on a parlé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le pilote a vu des signaux bizarres et a dit, bon là, la machine déconne, je vais prendre les commandes. Il a pris les commandes et c'était la catastrophe. Et parce que c'est cette transition entre machine et homme. Donc, je pense que l'homme doit rester présent dans la boucle, mais qu'actuellement, on ne gère pas effectivement bien cette intervention de l'homme dans des boucles automatisées. Et je crois que c'est un sujet de recherche, malheureusement, on y travaille. Moi, ce que j'entends dans votre question, madame, il me semble qu'elle tourne un peu là-dessus, c'est la finance est-elle ou doit-elle être responsable? Je vous rassure, la finance, elle est responsable. Quand on accompagne l'investissement, on va chercher des entreprises qui ont un besoin de développement, mais qui ont aussi à proposer des solutions, appelez ça des solutions, des produits, des brevets qui sont attendus par qui? Qui sont attendus par vous, par des consommateurs. Et là, quand je parle consommateur, je dis la finance, elle a sa responsabilité, mais le consommateur de produits financiers, que nous sommes tous, il doit aussi se dire, j'ai très peu de clients, moi, en 20 ans de carrière, qui sont rentrés dans mon bureau en me disant, Monsieur Chevassus, sortez de cette entreprise qui licencie, ou Monsieur Chevassus, je veux vraiment des entreprises qui appliquent la finance socialement responsable. Non, on nous demande du gain. En même temps, ce qui me semble normal, puisque tous les gens que nous sommes là, il faut... Le fait de passer à la retraite, c'est diminuer son revenu par 2. C'est 50%, voire plus pour les cadres. D'un autre côté, la retraite, c'est un revenu certain jusqu'au bout. Ne l'oublions pas. Mais c'est de se dire, je veux aussi arriver à la retraite, continuer de pouvoir financer mon train de vie, transmettre à mes enfants, autres. De ce côté-là, la finance, elle est responsable. Et puis sur le côté socialement responsable, aujourd'hui, vous avez des fonds qu'on appelle investissement socialement responsable, ISR, mais ils n'ont pas beaucoup de succès auprès du grand public. Pourquoi ? Parce qu'ils ne rapportent pas grand-chose. Et que là où les encours ont augmenté, c'est-à-dire là où il y a eu de gros investissements, c'est parce que l'État a obligé les institutionnels, les assureurs ou d'autres, à dire « vous allez mettre dans vos encours du finance responsable ». Mais finalement, le grand public, j'entends des gens aussi qui vont se battre tous les jours sur des marchés, distribuer des tracts pour la pollution, d'un autre côté, qui achètent l'iPhone 10 où il y a 12 kilos d'équivalent pétrole ou des choses comme ça. Enfin voilà, donc c'est plus un tout, et là monsieur l'a dit très bien, c'est plus le cerveau collectif et l'intention collective qui doit primer, parce qu'aujourd'hui, c'est finalement l'individu qui prime. Et nous, on répond à un besoin. Peut-être une dernière question, Marcel, ou tu nous arrêtes tout? Bon oui. Oui, allez, Marcel nous pardonne. Allô, vous m'entendez? Oui, moi j'avais une question. Une remarque et une interrogation un peu générale. Donc la première question, c'est l'arrivée du big data et donc la capacité de traiter des informations du comportement de chaque individu permettra-t-il de faire le lien avec la vision macroéconomique et finance qui n'est en fait que l'intégrale d'actions individuelles? Donc ça, c'est la première question. La deuxième, c'est une remarque, c'est que je vous entends parler d'émotions, de neurosciences, et pas d'une des notions fondamentales qui est issue de celle-ci et qui est appelée aujourd'hui maturité émotionnelle et qui permet aujourd'hui de mieux comprendre le comportement de l'individu et le lien entre rationnel et émotionnel et de mieux prédire les évolutions des organisations et du comment la confiance se construit.
Et alors la grande question, c'est finalement, à vous écouter, je me demande, est-ce que nous ne redécouvrons pas que finalement, c'est l'homme et son fonctionnement qui est au centre de la finance? Voilà. Quelqu'un veut dire quelque chose? Je pense que votre commentaire est à la fois une conclusion, hein, c'était mon introduction d'ailleurs, c'était retour au basique, hein, retour à l'intelligence par rapport à l'intelligence artificielle. Hein, c'est qu'effectivement, tout le sujet, c'est bien ça, hein, c'est comment l'individu est responsable, comment on va bâtir un univers de confiance, hein, donc bilatéralement, je l'avais dit, et collectivement. Hein, et cette confiance, c'est une science de responsabilité, d'éthique, de déontologie, hein, qui complète la partie purement cognitive et scientifique. Mais évidemment, à la fin du jeu, c'est ça qui fera le succès de la finance au service, effectivement, de l'économie réelle. Hein. Mais je pense qu'on ne peut pas en dire plus tout de suite. Enfin, ça pourrait être une conférence, ça sera peut-être la prochaine conférence. Merci. Juste deux remarques. La première sur le big data. Oui, il y a le big data, mais il y a l'intelligence data. En ce sens que de plus en plus maintenant, ceux qui fabriquent le traitement des données s'intéressent au fonctionnement cérébral de l'utilisation des données, de sorte qu'ils en réduisent peut-être le nombre pour s'intéresser au processus d'acquisition et de traitement de nos cerveaux, en partant de ce que nous connaissons, ces mécanismes d'acquisition, pour effectivement leur faire jouer leur avantage, c'est-à-dire le nombre. On a un indice intéressant, ce sont les parties entre un joueur et une machine qui au début était perdue par la machine et qui de plus en plus est gagnée par la machine, non pas du tout parce que la machine est différente, mais au contraire parce qu'elle ressemble à notre cerveau avec un peu plus de capacité. Ça, c'est la remarque technique sur le big data. Maintenant, votre remarque plus générale qui est finalement, on en revient à ce qu'on savait, à ce qu'on voulait, je ne le pense pas, parce que je pense que justement, la chose qu'on connaît encore le moins bien, c'est le fonctionnement de nos cerveaux. Et que grâce à toutes les techniques, dont l'imagerie cérébrale, la chimie et d'autres, nous commençons à nous connaître un peu mieux nous-mêmes. Tout le problème maintenant moral et éthique est de savoir si cette meilleure connaissance de nous-mêmes, un, sera bien diffusée, deux, sera bien comprise par nos pauvres cerveaux. Je dirais simplement que c'est en partie le monde de Descartes qui s'écroule, c'est-à-dire le cartésien, hein, qui avait donné des solutions à tout autre. Exactement, et on retrouve Spinoza. Simplement, on voit aujourd'hui qu'on ne peut plus segmenter. On a parlé de la segmentation en partie, vous en avez parlé aussi dans le mental accounting. Et on en est la preuve vivante, c'est que des gens d'univers finalement assez différents pensent en commun, parce qu'on ne peut plus, on est obligé aujourd'hui de penser systémique et de penser sur toutes les interactions. Et la neuroscience, comme l'algorithme ou autre, fait en fait partie intégrante de la réflexion globale qu'on doit avoir. Donc du coup, c'est la fin en partie de Descartes et le retour de Spinoza. Merci pour votre attention.